Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour Louise. Bienvenue dans cette vidéo FAQ à l'occasion des 400 000 abonnés, un nombre que nous avons atteint grâce à un live de plus de 24 heures sur les États-Unis, sur les élections américaines. On est ravis que ça vous ait plu. Aujourd'hui, on va justement répondre à toutes vos questions concernant les projets, les procès, la vie personnelle également d'Eric. Et première question Eric, comment vas-tu ? Écoute, à la fois très bien, très content de ce début d'année, en même temps en colère aussi, parce que j'en ai parlé justement hier. On fait face en ce moment, grâce au succès de Frontières depuis la rentrée, à un acharnement judiciaire qui en fait clairement commence un petit peu à m'exaspérer, à me révolter, parce que depuis plusieurs jours, on croule sous la paperasse, les convocations judiciaires, les convocations à la police, les convocations au tribunal. De façon très concrète, je dois me retrouver le 11 décembre prochain devant la 17e chambre correctionnelle de Paris suite à une plainte d'SOS Racistes, comme si c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Le 14 février, je dois aller à Marseille, devant le tribunal correctionnel également. J'ai un procès face au CCIF, etc. Et donc, c'est un petit peu révoltant, mais concentré en tout cas sur ces échéances. Justement, Eric, concernant ces procès, est-ce qu'on subit des attaques régulières de la part de la gauche et de l'extrême gauche ? Et clairement, aujourd'hui, on est à peu près sur une dizaine de procédures, procès, convocations. Moi, en ce moment, quasiment 2 fois par semaine, c'est ce qui nous arrive. Je vais être très concret pour ceux qui nous regardent, parce que c'est important. Ça montre à quel point il y a d'un côté la guerre médiatique qui est publique, et de l'autre, la guerre de fond, qui se tient sur un aspect judiciaire, un aspect financier, un aspect administratif, avec le fait que nous, on n'a pas l'État de notre côté, au contraire, on l'a contre nous. D'abord, et c'est la première fois que je le raconte, en 12 mois, c'est la 2e fois qu'on se voit fermer nos comptes bancaires, alors qu'il n'y a absolument aucun problème, au contraire. Ça, c'est tout simplement parce qu'on a fait une relance en fanfare au mois de septembre avec nos magazines, notre équipe, nos studios, la matinale, etc. Et donc, en fait, quand il se passe ça, eh bien, d'un coup, vous avez des sortes de voyants qui se mettent au rouge dans certaines banques, et c'est un peu comme si on était fichés. Et quand vous voulez derrière ouvrir de nouveaux comptes bancaires, eh bien, en fait, souvent, il y a des banques qui, vraiment, l'espace de 3 heures, vous disent non. Comme s'il y avait un fichier. Et ça, c'est absolument révoltant et scandaleux parce que ça pose des problématiques comptables. Ceux qui sont chefs d'entreprise le savent, des problématiques financières, des problématiques de logiciel, même de logistique, même de temps. C'est-à-dire que mon temps, il a de la valeur, il doit être consacré plutôt à faire du reportage, etc. Et non, aujourd'hui, il est consacré justement sur ces questions bancaires. Et en même temps, paradoxalement, Louise, on ne peut pas vraiment en parler parce que si je commence à trop en faire, trop en dire sur ce sujet, je ne pourrai pas ouvrir de nouveaux comptes. C'est une éternelle pression et je sais que si on a de nouveaux comptes, parce qu'il nous reste quelques jours avant de les ouvrir, ils seront fermés dans 6 ou 9 mois. Et ça, c'est en permanence. Et il faut l'expliquer à ceux qui nous regardent et qui pensent, et on reviendra dessus tout à l'heure, qu'on a gagné la bataille culturelle, etc. Absolument pas. Donc il y a cette question justement des comptes bancaires que d'autres associations avaient subi, Nemesis l'avait subi, Kalos, la société Kalos l'avait subi également. Et il y a la partie judiciaire qui est très violente. Au début, j'en parlais pas et en fait, on se retrouve à avoir énormément. Et là, on est rentré dans un cycle où ça tombe. Ça tombe régulièrement, tout le temps, etc. Je vais en évoquer quelques-unes. Il y en a, on n'en parle pas parce qu'on se dit, voilà, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, parce qu'il y a des procédures aussi d'entreprise, de groupe, etc. Il y a effectivement ce que je disais tout à l'heure, le 11 décembre, 17e chambre correctionnelle de Paris. Pour prendre ce cas très concret, on a reçu Marguerite Stern sur le fauteuil rouge de Frontières, et elle a établi un lien entre l'immigration et l'insécurité. Un lien qui était défini notamment par les statistiques du ministère de la Sécurité intérieure en 2023, qui montrait par exemple qu'alors que 3,6%, alors que les personnes étrangères issues de l'Afrique sont 3,6% de la population française selon l'INSEE, elles représentent 39% des infractions dans les transports. Une surreprésentation par 11. Elle a expliqué cela, et donc elle est en procès. Et moi, en tant que directeur de la publication de Frontières et le média Frontières, sont également en procès. On est mis en cause. Au début, on devait être là uniquement comme témoin, on a été auditionné par la police, mais finalement, le procureur a considéré qu'on avait une culpabilité. Donc imagine un peu la gravité de cela. Ça fait peser un risque, demain peut-être d'être condamné, des procédures, parce que systématiquement, quand il y a un procès, c'est 3 ou 5 000 euros pour enclencher les procédures, parce qu'on ne va pas prendre un avocat commis d'office. Aucune confiance dans un avocat commis d'office. On a une chance sur 2 de tomber sur quelqu'un de gauche. Donc il faut, sur nos sujets, c'est quelque chose de complexe, le droit de la presse, etc. Et donc, il y a ce côté-là, et ensuite, il y a une menace qui pèse sur les directeurs de la publication.
Et ça, je ne le connais que depuis que je suis directeur de la publication de Frontières. C'est-à-dire que si vous êtes condamné également, vous êtes condamné à une amende personnelle. L'entreprise ne va pas payer l'amende à ma place ou autre, c'est vos données personnelles. Vous avez une condamnation personnelle également. Et donc, imagine un petit peu tous ces autres médias qui doivent certainement se dire également on ne va pas recevoir cette personne parce que sinon on va avoir un procès d'SOS Racisme. Dans ce cas, c'est SOS Racisme, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en plus, j'ai pas envie d'être condamné en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre format du fauteuil, c'est quoi? C'est de donner la parole. C'est pas passer notre temps à contredire. Et donc, ce format-là est remis en cause par la justice aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est ce cas-là, et c'est pour ça que justement, je tenais à en parler. Il y a d'autres procès qui sont en cours. Par exemple, le 14 février, je dois me rendre au tribunal correctionnel de Marseille. Je dois me déplacer, aller à Marseille, etc. Parce que des avocats ont porté plainte contre nous et donc à chaque fois contre moi en tant que directeur de la publication. Quand je parle de ça, ça veut dire que la pression, dès qu'un journaliste va faire quelque chose dans le média, à chaque fois, ils veulent, c'est la seule chose qui aujourd'hui donne à la justice un vrai pouvoir de contrôle des médias. C'est le directeur de la publication. Parce que, effectivement, demain, toi, Louise, tu vas dire quelque chose dans ta matinale, même si je ne suis pas là, eh bien, au bout du compte, je vais me retrouver, moi, potentiellement, autant engagé que ce que tu auras dit, toi. Et donc, ça peut pousser des directeurs de la publication, en fait, d'être dans le contrôle permanent, de contrôler les journalistes, d'être, en fait, en train de dire « ne faisons pas de vagues, attention ». Et ça en dit long sur la chape de plomb possible aujourd'hui sur les médias. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos journalistes a publié une enquête disant que, en fait, lorsqu'il y avait des émeutes en France, il y avait quelques heures avant l'émeute, des noms d'avocats et des numéros d'avocats qui circulaient dans les bonnes boucles pour dire « si vous allez faire une émeute, ne vous inquiétez pas, il y a ces numéros-là et vous le libéreront ». Nous, on a associé ça à une forme d'incitation, quand même, à commettre des délits. C'est un fait. Ensuite, c'était des données qui étaient publiques, parce que le but, c'était que ça circule sur des comptes Instagram. Mais pour avoir révélé cette information, ces avocats portent plainte contre nous parce qu'ils expliquent notamment que leur page justement de leur cabinet d'avocats, il y a des insultes, etc. Bon, si à chaque fois qu'il y avait des insultes contre Frontières, je portais plainte, je crois qu'on devrait créer un cabinet d'avocats dédié à porter plainte. Mais ces avocats, c'est intéressant, ils expliquent oui, mais en fait, c'était public sur les comptes Instagram nos données, mais c'était pas pour les journalistes, c'était pour les émeutiers. Ils se foutent de la gueule du monde. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'a pas le droit de faire notre travail. Mais derrière, le procureur va considérer que je dois me déplacer à Paris, le tribunal, etc., encourir un procès. Il y a le CCIF également, un autre cas extrêmement grave, où j'ai un procès contre eux, ça devait se tenir en septembre, ça a été reporté de quelques mois. Il faut se dire que le CCIF, c'est une association islamiste, dissoute pour islamisme par Gérald Darmanin, mais qui pourtant continue ce type de procédure. Ça n'a pas été abandonné par le procureur parce que ça a été récupéré par une association sœur, les musulmans de France. Ce qui montre bien que, en fait, cette dissolution, c'est à chaque fois de la forfaiture. Parce qu'ils créent d'autres associations. Et donc, je me retrouve confronté justement au CCIF. Et il y a énormément d'autres procédures, des plaintes de la jeune garde, de Raphaël Arnaud, parce qu'on avait révélé une agression d'Antifa, de la jeune garde, dans le métro parisien contre un jeune adolescent juif à la sortie d'un meeting de Rima Hassan. On a des cadres de l'UNEF, on a des élus municipaux qui soutiennent ouvertement le Hamas, qui ont porté plainte contre nous. Il y a un petit peu tous ces éléments. Et le troisième volet, c'est la procédure qu'on a enclenchée contre Meta, pour le coup là où c'est nous qui nous défendons parce qu'on a été attaqués les premiers. Notre compte Instagram fin août a été suspendu. Et pire, mais après rétabli, pire, le compte Instagram de notre partenaire et associé occidentiste, lui, a été carrément supprimé. Et donc, on est face à Meta le 3 décembre au tribunal. Et c'est complexe parce que eux, c'est l'Irlande. On est sur un procès international où il va falloir faire jouer des avocats anglo-saxons, etc. Et pourquoi c'est important de la mener, cette lutte, même si ça dure des mois ou des années? Parce qu'on doit leur faire comprendre que non, ce n'est pas au GAFA de décider qui a le droit de presse ou pas. Et on ne peut pas chez nous compter sur Rachida Dati. Il y a un député du Rassemblement national qui lui a posé, de l'UDR, Charles Aloncle, qui a posé la question. Et Rachida Dati a botté en tousse en parlant d'incitation à la haine. C'est absolument scandaleux ce côté-là. Mais donc, moi, la majorité de mon temps aujourd'hui, c'est cela. Et Eric, justement, c'est quand même un sujet qui est donc lié aux finances. Et donc, j'ai deux questions en une. Premièrement, le même abonné pose la question, est-ce qu'on a des aides, des subventions de la part de l'État? Tu vas rapidement répondre, je pense. Et ensuite, est-ce que ces attaques font qu'on a des problèmes au niveau des finances ou est-ce que ça nous pénalise? Alors, subventions, non. On est éligible aux subventions. On a ce qu'on appelle, en plus de l'agrément CPPAP, qui fait que le ministère de la Culture nous reconnaît comme un média depuis plusieurs années,
on a en plus la catégorisation IPG, intérêt public général. Donc on a théoriquement le droit à des aides. On n'a pas fait cette demande parce qu'on sait que Valeurs Actuelles les a perdues depuis François Hollande et qu'à droite, il n'y a aucune aide qui est donnée. On n'a pas non plus les aides du CNC, etc., alors que d'autres journalistes comme Charles Villat-de-Brut a eu 50 000 € récemment du CNC, etc. Peut-être qu'un jour, on fera la demande pour voir ce qu'il en est. Et pour les titiller, peut-être pour les attaquer s'ils ne la donnent pas. Parce que pareil, il faut être capable de faire comme eux, de créer des précédents. Ça, on y réfléchit. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas d'aide. Le deuxième élément, sur ta question, d'un point de vue financier, ayez en tête qu'à chaque procédure, on va enclencher 3 à 5 000 €. Et ça, c'est si le procès s'arrête à un moment. Ça peut aller jusqu'à 15 000. Donc quand vous êtes sur 7 à 10 procédures, ça peut vite représenter 50 000 €. Et c'est énorme. Quand vous vous retrouvez sur une procédure comme on a face à Meta, ils peuvent jouer sur le côté Meta si en Irlande. Donc il faut des cabinets anglo-saxons, des cabinets français, ça peut durer des années. Et donc ça, c'est le premier volet. Il y a un coût direct. Ensuite, il y a l'autre coût qui est que ils veulent nous noyer sous la paperasse. Au lieu de faire des reportages, au lieu de faire en sorte de travailler des choses, de travailler plein de choses, on est concentré là-dessus. Et ça, c'est un de leurs objectifs parce que ce sont des associations comme SOS Racisme qui, eux, pour le coup, vivent sur le fait de porter plainte. Donc c'est leur business. Eux, porter plainte n'est pas un problème. Et c'est là où nous, on doit gagner contre eux parce que là, on leur fait perdre de l'argent parce qu'eux ont enclenché des procédures. Et il faut leur montrer qu'on n'en perd pas et ne pas en perdre, c'est être capable de lever plus d'argent que ça nous coûte. C'est notre appel aux dons. Ça veut dire que j'ai compris ces dernières semaines, ces derniers jours, qu'il faut absolument qu'on ait un trésor de guerre pour financer tous ces dons. Et qu'on ait aussi une sérénité. Que je puisse dire à toi, Louise, tu as le droit demain dans ta matinale de recevoir qui tu veux. Et s'il y a un procès, on prendra tout en charge. J'ai le droit de dire à Jordan Florentin, qui va en manifestation, qui se fait souvent agresser, tu seras soutenu, tu seras défendu. Nous, nos journalistes, on ne les lâche pas, mais on en a beaucoup. Et donc, il faut garantir cette sécurité juridique. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Donc oui, c'est un impact beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Parfois, les gens se lassent de ça. Ils croient qu'on n'est pas à 5 procès près. Mais en fait, si c'est ce qui fait, et on ne doit pas se retrouver un jour dans une situation, si on avait eu autant de procédures il y a 2 ans, on aurait mis la clé sous la porte. C'est une réalité, c'est ce que j'expliquais à l'équipe, tu nous l'as dit justement. tout à l'heure, hein, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on peut le faire. Mais est-ce qu'on pourra continuer à le faire? Et donc, c'est fondamental d'expliquer à notre communauté qu'il faut qu'ils soient derrière, qu'il faut qu'ils fassent des dons, qu'il faut qu'ils s'abonnent, parce qu'on n'a personne derrière qui, à un moment, va prendre le relais, et que, en fait, ça ne doit pas être un problème quand on reçoit quelqu'un, quand on reçoit Éric Zemmour qui va parler de l'Algérie. Parce qu'on a ça aussi. Hein. On a eu, parfois, quand on a écrit, par exemple, sur certains pays du Maghreb, des cabinets qui représentent ces pays-là, qui nous écrivent et qui nous menacent. C'est une réalité. À ce moment-là, je dois pouvoir leur faire comprendre que j'en ai rien à faire. Que s'il faut payer une procédure, on la paiera. Parce qu'il y en a beaucoup qui cèdent à cause de ça. Et puis avant de rentrer un peu plus profondément dans les actualités de Frontières, je pense qu'on a une pensée pour Boualem Sansal, justement. On l'a reçu ici. Il a eu la liberté de la parole autant qu'il a la liberté de la plume. Il est connu pour ça. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen de mettre la pression sur nos invités, de ne pas venir quelque part. Alors le cas Boualem Sansal est effectivement très triste pour nous parce que c'est quelqu'un qui... Nous, c'était Xavier Darancourt, qui est le président du comité stratégique, qui lui avait proposé, il m'avait dit d'envoyer un mail à Boualem Sansal, que je ne connaissais pas personnellement, je l'avais évidemment lu, pour lui proposer de demander du comité stratégique. Il avait répondu très naturellement. Il m'avait dit, d'ailleurs une fois, les éditions Gallimard, vous n'êtes pas dans leurs fichiers. J'ai dit, c'est n'importe quoi, il faut mettre Frontières dans les fichiers de Gallimard pour, vous savez, les envois, etc. Et eux, vu que Gallimard, c'est une vieille maison, et ils sont pas très soucieux des médias digitaux, etc. Et il a toujours été avec nous. Dans tous nos magazines, il publiait à chaque fois une tribune, etc. Et il est venu plusieurs fois nous donner des entretiens. Et quand on l'interrogeait sur les menaces qu'il subissait potentiellement en Algérie, il n'avait pas l'air très inquiet. Et donc, effectivement, ce qui lui arrive est dramatique. On a essayé de se mobiliser comme on peut. On espère pas seulement qu'il sera libéré, mais qu'il puisse rentrer en France. Ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que ça met une pression supplémentaire parce qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien se base sur les propos qu'il a tenus chez Frontières pour potentiellement l'enfermer à vie. Donc, il y a à la fois un côté très d'attaque contre le média parce qu'on a dû avoir au moins
80 articles de presse qui à chaque fois nous citent et disent bien médias d'extrême droite, etc. France 5. Et à chaque fois, c'est un petit peu comme si de base, avant ce qu'il disait, il était coupable parce qu'il était venu chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas désagréable, mais qui en fait, on n'est pas dans un cadre médiatique. On est dans le cadre où il y a quelqu'un, il l'utilise pour le mettre effectivement en prison. Même si, encore une fois, de toute façon, ils voulaient le mettre en prison. Mais ils se sont pris un exemple. Et à une chose qu'il a dite justement chez nous au milieu d'un entretien. Et c'est certain que derrière, ça donne une responsabilité supplémentaire. On se dit, bah oui, quand quelqu'un vient, il peut y avoir des impacts qui peuvent aller jusqu'à des choses dramatiques. Alors heureusement, il y a le moratoire sur la peine de mort en Algérie, mais par rapport à leur loi, c'est sous le coup de cela. Et donc ça met un impact, et je salue Boualem Sansal qui vraiment a toujours une liberté, du courage pour se battre contre les islamistes et pour dire ce qu'il avait à dire. Et ça, c'est important, et on espère qu'il rentrera. Et on est très fiers, et je pense que nos abonnés peuvent être très fiers de le compter parmi le comité stratégique, en tout cas de Frontières. Totalement. On va rentrer un peu plus profondément justement dans Frontières, les bureaux, les nouveaux projets justement. La première question, tu y avais déjà répondu, mais les gens ont besoin, je pense, d'être un peu éclaircis pour ça. Pourquoi avez-vous choisi ce changement de nom pour votre média ? Alors au début, Livre Noir, c'était un nom que j'avais trouvé d'ailleurs avec ma fiancée aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais dans un champ plein Covid, je me disais quel nom il faut. Et on cherchait un nom qui soit plutôt littéraire, parce qu'il fallait se lancer. C'était sur YouTube d'abord, avec des grands entretiens. Donc Livre Noir correspondait assez bien. Et ensuite, ça a plutôt plu. Alors au début, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Hein. Ça, c'est le propre des choses. Hein. La majorité des gens, en règle générale, dès que je lance quelque chose, ils disent c'est pas une bonne chose. Et à la fin, quand je change, ils disent j'étais attaché au truc. Sauf que là, aujourd'hui, Frontières, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été. Ça n'a plus rien à voir avec de simples entretiens, c'est plus la même époque, on a beaucoup appris, on a fait des erreurs, on en fait 1 million de fois moins. Et il y avait le souhait de se dire, voilà, on continue à monter en professionnalisme, et surtout, on fait une expansion qui n'avait jamais été connue de cette façon-là, et où je pense d'ailleurs, parmi la presse indépendante de droite, c'est pas arrivé depuis des années. Et donc, c'était important d'avoir déjà un nom qu'on ne regrette pas dans quelques années. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, par rapport à l'orientation vers laquelle on se tourne, on aurait regretté de s'appeler Livre Noir. Parce qu'il peut y avoir pas seulement le côté repoussoir, le côté trop sulfureux, noir, qui va me parler à moins de gens. Sombre. Et c'est dommage. Et peut-être un peu trop YouTube, peut-être un peu trop jeune. Donc on peut perdre en crédibilité. Même si, encore une fois, j'y suis très attaché. Je ne vais pas critiquer la décision que j'avais prise que ça s'appelle Livre Noir. Donc une fois que ça s'est dit, pourquoi le changer maintenant ? Parce que nos abonnés l'ont vu, on a lancé une appli mobile, un site internet, et on multiplie nos vues par 10. Donc, il y a une stratégie de changement de nom et de référencement. On ne pouvait pas le faire dans 6 mois, donc c'était maintenant. Et pourquoi ce nom de Frontières ? Parce qu'on ne voulait pas pour autant se renier et trouver un nom comme Combini, Brut, un truc nul, où on a l'air de vouloir cacher qu'on est de droite, qu'on a nos idées, etc. Ça, j'ai toujours été contre cette logique-là, tu le sais très bien. Donc il fallait un nom qui incarne quelque chose, et je trouve que les Frontières, ça incarne déjà beaucoup le média, parce qu'on s'est spécialisé sur les questions migratoires. Et selon nous, ça incarne aussi le clivage des années à venir. Ça veut dire qu'on est dans un monde où il n'y a plus de limites, où justement le progrès est partout, c'est en tout cas ce qu'on essaie de nous imposer, et la fin des frontières, et pas seulement migratoires, mais philosophiques, politiques, on ne sait plus très bien où sont les choses. Théologiques. Et donc nous, il y a l'envie de se dire aussi, nous on aime bien aller sur la ligne jaune, voir la ligne rouge, et donc sur la frontière, sur la limite. Et donc ça, c'est important, et donc c'est pour ça qu'on a voulu ce nom. Après, les gens vont s'y attacher progressivement, je pense qu'il faut 6 mois le temps de l'implanter, et ensuite un nom, c'est d'abord ce qu'on en fait. Et je pense que ce qu'on en fait, ce que tu en fais, ce que le reste de l'équipe en fait depuis la rentrée de septembre, c'est quelque chose de très beau. Justement, quand tu parles de YouTube, il y a quelqu'un qui pose la question, comment vous êtes passé d'une petite chaîne YouTube à un média reconnu ? Beaucoup de travail. Je pense que c'était beaucoup de travail parce qu'au début, c'était une chaîne YouTube où en fait, je la faisais dans ma chambre d'un appartement du 15e arrondissement avec un matelas dans le studio, et il fallait essayer de faire croire que c'était pro parce qu'il faut attirer des gens importants. Et donc c'est toujours le truc compliqué, c'est qu'il faut à la fois pas leur montrer qu'on a la dalle, qu'en fait, vu qu'on met tout dans le projet, on n'a plus d'argent, et qu'en fait, c'est dans un appartement, voire dans une chambre, parce que sinon, ils viennent pas.
Faut pas non plus faire comme si c'était trop pro, sinon ils vont commencer à demander d'être payés, d'avoir des taxis tout le temps, etc. Donc c'est un équilibre qui est très compliqué. Je pense que beaucoup aussi d'entrepreneurs ont compris. Et il y a eu un public, ça s'est progressé, lancé, etc. Et je pense qu'on a toujours essayé d'avoir une vision de développement et avec une équipe qui a toujours été très ambitieuse. Et également aussi une communauté d'abonnés, une communauté de gens qui venaient chez nous. Je pense que c'est surtout le travail qui a compté. On en parle souvent, je pense que le travail, ça paye. Et surtout le fait qu'au bout du compte, il y a une vraie demande aujourd'hui. Il y a des médias, on en parlera tout à l'heure, qui sont absolument nécessaires, qui existent, notamment dans la sphère Bolloré. Sur la droite, qui va être, entre guillemets, pas tenue par l'Arcom, qui va pas être tenue de s'élargir notamment au centre, par exemple, parce qu'il faut couvrir tout. Donc cette droite plus conservatrice, identitaire, peu importe, j'aime pas les termes, souverainiste, etc. Il y avait besoin d'un média qui soit à 360 degrés, site internet, vidéo, qui parle aux jeunes, aux plus âgés, magazines, etc. Qui fasse un peu tout et surtout qui fasse de l'enquête. Donc je pense que c'est là où on a apporté ces derniers mois un aspect supplémentaire. Et donc il y a une vraie demande. Donc après, ce qu'il faut, c'est leur montrer qu'on est capable, faire nos preuves, prendre des risques et que le public suive. Aujourd'hui, le public y suit. Donc ça, on est content. Mais bon, moi, cette question, j'ai tendance à pas regarder derrière, j'ai tendance à regarder les projets de devant. Et donc moi, j'espère que dans 2 ans, je me dirai, il y a 2 ans, c'était nul par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est toujours un peu la logique. Justement, par rapport à tous ces projets, autre question d'un abonné, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer autant de projets simultanément? Le nouveau site internet, l'application La Matinale et 2 nouveaux bureaux. Alors, nouveau bureau, heureusement, déjà. On était à Nation. Avant, on était dans les quartiers gauchistes. Dans la rue, limite, il y avait des antifas, etc. Pourquoi autant de projets? C'est un sentiment, je me dis à chaque fois, d'urgence. Ça veut dire que les gens vont dire oui, la droite a gagné la bataille culturelle. C'est absolument faux. Je reprendrai pour ça une vidéo du Média Blast qui a été faite cette semaine avec 2 personnes, Maxime Massé et Pierre Plotu. Ceux qui suivent un peu Libération, en tout cas ceux qui suivent aussi la droite ou la droite plus dure, les connaissent, ces gens-là. Ce sont les principaux journalistes à gauche qui tapent et qui disent que c'est tous des nazis. Donc eux, leur métier, c'est d'aller fouiller les poubelles sur tous les petits trucs, les collaborateurs, etc., machin, qui aurait dit que, qui a un cousin, etc. Et eux, c'est intéressant parce qu'ils ont fait cette interview à Blast, parce qu'ils ont publié un livre, et ils ont expliqué que, alors qu'il y a une fachosphère depuis quelques années, il n'y a pas de gauchosphère, dans le sens où il y a énormément d'influenceurs, de médias, etc., mais ils ne sont pas organisés ensemble. Et il a dit qu'en revanche, il s'était passé quelque chose aux dernières élections législatives, parce que le discours ambiant tendait à dire que Bardella allait être à Matignon, et en 24 heures, tout a switché. On a eu des manifestations devant le QG des écologistes pour les former à s'allier entre eux, et des influenceurs qui ont commencé à se politiser, on le voit avec Squeezie, des journalistes qui ont travaillé avec des influenceurs, et toutes les enquêtes qui sont sorties sur les candidats du Rassemblement national, des enquêtes qui venaient de la presse quotidienne régionale, également de gens sur les réseaux sociaux, de médias indépendants comme Street Press, etc., et de grands médias comme Libération, et cet écosystème qui a fonctionné ensemble, et qui dans les faits a renversé la vapeur, qui a mobilisé les jeunes à aller voter contre le Rassemblement national, et qui fait qu'au final, ça a été assez déceptif pour la droite. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. On pense, il y a 2 ans, oui, en 2021, il y avait une sorte de bataille culturelle qui était gagnée de la part de la droite, qui commençait à l'être, avec notamment Éric Zemmour, avec du coup toute cette sphère d'influenceurs qui a commencé à se politiser. Mais depuis l'échec de la présidentielle du camp national à droite, il y a énormément d'influenceurs qui sont sortis, voire qui ont quitté YouTube, donc qui ont aussi donné un côté déceptif à ceux qui pouvaient les suivre, en tout cas de ne pas retourner forcément sur YouTube ou d'autres réseaux. Et quand on compte de l'autre côté à gauche, ils se sont surmobilisés face à la montée de CNews. Vous regardez toutes les vidéos de la gauche, ils disent tout le temps face à Bolloré, face aux médias Bolloré, face aux milliardaires Bolloré, faites un don, ils font des levées de fonds énormes. Il y a des dizaines de médias dans tous les sens, d'influenceurs, etc. Et donc c'est énorme. Et nous, de notre côté, on a certains médias qui ont disparu ou dont les équipes sont parties. C'est très, très compliqué. Donc, on est à 3 ans de l'élection présidentielle. Il est fondamental de créer les conditions pour rééquilibrer la balance. Parce que là, c'était un tour de chauffe, les élections législatives. Et ils l'ont compris. Et ils se mobilisent comme des dingues. Et plus CNews sera forte, plus ça va les mobiliser pour qu'eux, ils se disent on est face aux milliardaires, les mecs, donc on bosse comme des chiens.
Donc nous, il faut être capable justement de rendre les coûts et d'équilibrer. Et donc, il faut être sur tous les fronts. Site internet, TikTok, Instagram, YouTube, les enquêtes, en même temps des débats, etc. Tout en conservant notre ADN. Mais ça, c'est fondamental parce qu'on ne peut pas se contenter de cela. Sinon, je préférerais rentrer en Bretagne, lire la presse. Voilà. Mais j'ai jamais autant de plaisir, on en parle souvent, que de me dire je n'ai plus besoin de lire les autres médias parce que quand il y a un live sur les élections américaines, je suis Frontière. Quand il y a une info, je suis Frontière. Quand je vais aller passer sur CNews, préparer un débat, je ne lis pas les articles du Figaro, je lis les articles de Frontière. J'ai un magazine à lire le week-end, c'est le magazine de Frontière. Ça veut dire qu'on fait bien notre boulot. Justement, sur le sujet des influenceurs, on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Mais par rapport aux influenceurs, moi je pense notamment à Georges. Georges qui est aujourd'hui sur l'application. Certains se posent la question, à quoi sert réellement l'application ? Alors, l'application mobile Frontière, elle a été beaucoup demandée par certaines personnes. On leur avait dit qu'on le ferait, on l'a fait. Aujourd'hui, on a près de 40 000 personnes qui ont téléchargé, donc c'est vraiment génial en à peine 2 mois. C'est une application mobile qui est le cœur aujourd'hui du média. Ça veut dire que dessus, il y a tout. Ça nous permet d'être indépendants parce que même si demain, d'ailleurs, l'App Store ou Android qui censure vraiment quasiment jamais, c'est ceux qui censurent le moins les applications, vous conservez l'application sur votre téléphone. Et ça nous permet de publier ce qu'on veut. Dessus, il y a à la fois les articles, il y a les notifications push, parce que c'est une guerre ça aussi. Vous recevez une notification du Monde, du Figaro, de Libération. Nous, on a une forme de notification qui alerte les gens. Et donc, aujourd'hui, on a 40 000 personnes qui ont l'application mobile. Si demain, on en a 100 000, 200 000, 300 000, on sera en capacité, lorsqu'il y a une offensive de la gauche et de l'extrême gauche contre des personnalités de droite, de lancer la contre-offensive. Vous recevez la notification, vous l'ouvrez, vous voyez les informations, les éléments, les débunkages, etc. Et ça, c'est un outil qui est formidable. Et dessus, il y a aussi tous nos contenus qui nous permettent de construire plein de choses, des podcasts, des vidéos. Et cette application, moi, c'est mon petit bébé parce que je passe mon temps à travailler dessus parce que j'ai le côté geek. Et il faut comprendre que la guerre des applications, c'est l'avenir aussi, ça compte énormément. Nous permet, demain on la développe, donc on peut maintenant sur iOS caster sur la télévision. Sur Android, ça prend un peu plus de temps, mais ça va l'être. Je pense qu'à la fin, on fera peut-être une partie un peu plus technique pour ceux qui veulent suivre, parce qu'il y a plein de gens qui sont très sur la technique là-dessus. Mais demain, voilà, on veut pouvoir être sur Android TV pour que vous l'ayez sur votre télévision, etc. Il va y avoir une plateforme site internet pour l'avoir sur ordinateur, pour qu'on fasse des documentaires dessus, qu'on gère la vitesse de lecture, qu'on ne soit pas obligé de passer par YouTube et du coup qu'on fasse des choses qui soient plus exigeantes. Si on est tenu que par les audiences, il y a certains contenus passionnants qu'on ne traitera pas. Et on ne peut pas trop publier sur YouTube, sinon on va être shadowban. Donc l'application aujourd'hui, il faut la télécharger, vous avez 70% qui est gratuit, et le reste, il faut s'abonner. Il y a presque une trentaine d'articles par jour. Sur l'appli, le site, on est sur 1 million de visites mensuelles, donc c'est vraiment important parce qu'on part de zéro. On a un objectif de passer au-dessus des 5 millions parce que la guerre du référencement, elle est aussi importante. Et également, il y a 30%, c'est payant. Il y a près d'une dizaine d'articles de fond, d'enquêtes par jour, des podcasts exclusifs. On a près de 500 contenus, vidéos et podcasts sur l'appli mobile. On crée un écosystème. Et donc Georges, effectivement, qui a une chaîne YouTube qui est plutôt géniale, qui a accès aussi sur l'humour. On pense qu'il faut se mobiliser sur l'humour. J'en ai pas assez pour le faire moi-même, donc on allait voir Georges. Et donc sa revue d'actualité, effectivement, il la met sur l'application mobile. C'est gratuit, mais ça nous permet de collaborer. Ça lui permet, lui, d'être libre aussi. Et nous, ça nous permet de proposer des contenus exclusifs. Sa communauté vient, il télécharge l'application, il n'y a pas de publicité dessus. Et donc, c'est quelque chose qui est très utile et qui fait qu'à un moment, il faut quand même que le cœur de cible, on fait de la masse. On fait des dizaines de millions de vues mensuelles. On est quasiment sur le milliard de vues annuelles. Mais il faut aussi un cœur et un noyau dur. Et celui qui est fan de Frontière, il a l'appli mobile et encore mieux, il est abonné. Exactement, et c'est vrai que c'est un outil c'est un réel outil. J'insiste pour vraiment dire il est ultra quali, hein. Honnêtement, on a des super retours. Certains nous comparent même à Netflix sur la présentation, parce que c'est vrai qu'on a fait quelque chose d'ultra qualitatif, avec très léché. C'est très, on peut le dire, c'est presque luxueux comme application. On est vraiment trop content. C'est un aspect quali. Je pense que la marque média, ça compte une marque média pour apporter de la crédibilité, notamment pour parler à ceux qui sont dépolitisés. La marque média Frontière, elle est forte aujourd'hui. Elle est qualitative, il y a du fond, il y a des choses qu'on améliore évidemment. Sûr, ouais. Mais ça, c'est important et on va continuer. Sur l'appli mobile, on va permettre, moi je pense que
L'avenir, c'est la personnalisation de l'information. On va permettre aux gens de construire leur propre une. Ils vont choisir de dire, moi quand je vais sur l'appli, je veux d'abord voir les sujets de société, parce que je ne veux pas voir les sujets économiques, ou je veux d'abord voir l'économie. Ils pourront tout personnaliser eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On va faire des widgets, corrélés aussi pour ceux qui ont des montres connectées, etc. Non, parce que les gens sont noyés dans l'information, il faut à la fois en produire et il faut la sélectionner pour les gens et leur donner la possibilité de la cibler. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On ne peut pas compter uniquement que sur Twitter aujourd'hui ou les réseaux sociaux. Ça, c'est une certitude, on l'a vécu avec Instagram qui nous a censurés. Justement, là, ça fait partie des projets qu'on a lancés dernièrement depuis la rentrée. Mais les gens en demandent encore plus. Quels sont nos futurs projets? Une radio, une chaîne télé ou d'autres formats innovants? Alors, les plus gros projets, je les garde pour moi. Mais aujourd'hui, on sait faire plein de choses et on s'entraîne pour savoir faire plein de choses. Donc effectivement, si on est plutôt bon dans 9 mois, on va encore passer un gros cap. Mais ça dépend de certaines choses. Pour l'instant, on ne le dit pas, et même l'équipe n'est pas forcément au courant. Donc, je sais pas, en tout ça, cas. c'est des points qui sont importants. Dans l'immédiat, sur les projets, il va falloir qu'on développe nos documentaires. Donc à partir de janvier, on va lancer une séquence de sortie de documentaires, notamment ma grande série sur l'immigration. Donc là, au moment où cette FAQ sort, je suis à Trieste, l'Italie, pendant 2 semaines et demie. Je suis parti avec Maxime, Pierre-Christène, Julien. Et donc, on va faire tous les Balkans jusqu'en Turquie pour terminer justement un documentaire sur lequel je travaille depuis 18 mois, près de 5 heures de documentaire, épisodes, bref, je ne vais pas tout raconter, mais cette partie documentaire va être essentielle. Et donc, à partir de janvier, beaucoup de documentaires de ce côté. Ça, c'est vraiment le projet, la mobilisation de cette application mobile. Et d'abord, c'est d'atteindre vraiment les performances. Objectif de 6 000 abonnés payants, passer les 5 millions de visites sur le site. Sur les réseaux sociaux, TikTok, on a une très grosse stratégie sur TikTok pour se développer. Totalement. Voilà, pour être solide l'été prochain et avec un grand projet d'investigation fin janvier et au mois d'avril. Donc c'est 2 moments où je donne rendez-vous, où Jules travaille dessus depuis des semaines, où on mobilise du temps. C'est toujours la meilleure période pour les très grosses investigations, au-delà des infos, des petites enquêtes qu'on fait de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est important. Après, comme on dit, sky is the limit. Autre question. Seriez-vous prêt à créer une cellule de fact-checking chez Frontières pour renforcer votre crédibilité? Alors, oui. C'est-à-dire que le fact-checking, c'est intéressant. Alors, il faut savoir qu'on le fait un peu aujourd'hui. Alexandre de Galzin, par exemple, qui est le rédacteur en chef du magazine, a la tâche tous les jours de débunker les grosses actus. Donc, je m'explique, il y a un gros sujet sur Instagram ou Twitter qui parle aux gens, qui parle au grand public, il y a une polémique. Systématiquement, il va y avoir un article qui va le débunker. Donc ça, c'est le cas, c'est ce qui se développe depuis déjà 2 semaines. Et c'est là où le site est important, les abonnés sont importants. Avoir une cellule intégrale consacrée au fact-checking, comme le fait Libération avec Check News, avec lesquels j'étais encore en contact hier soir et la semaine dernière, parce qu'ils m'emmerdent en permanence, ça, oui, c'est l'objectif. Mais comme d'habitude, c'est des caps d'abonnés. Il faut d'abord qu'on passe le cap des 6 000, parce que, en fait, ça voudrait dire juste avoir des journalistes où c'est uniquement leur métier. Et si vous voulez devenir une référence quotidienne sur le fact-checking, le problème, c'est que quand vous positionnez dessus, vous devez traiter beaucoup de sujets. Sinon, on va vous dire pourquoi vous n'avez pas traité ça et on va vous en vouloir. Donc là, on fait du fact-checking, mais sans le mettre en valeur. Sans que ça devienne une cellule fact-checking. Déjà, on se concentre sur l'investigation. Mais ce qui est certain, c'est que pour la prochaine élection présidentielle, il en faudra une avec ses vidéos propres, des débunkages. Nous, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir, dès qu'il y a une polémique, avoir dans les 3 heures l'article, la vidéo qui débunk, potentiellement le live qui en parler dans la matinale le matin, avoir une notification sur l'appli mobile, bref, d'avoir tout. C'est pas normal qu'aux élections législatives, on ait laissé dire que certains candidats étaient antisémites ou racistes alors que c'était pas le cas. Il y avait absolument pas de riposte médiatique qui était faite sur de la vérité. Hein. On n'est pas en train de dire on sert tel ou tel parti. On est en train de dire on va en fait déjà commencer à traiter les mensonges de la gauche, rien que ça, c'est du plein temps. Carrément, et c'est vrai que là-dessus, eux ont plus la possibilité de le faire puisqu'ils ont plus de budget. Plus de budget, plus d'abonnés, plus de subventions. Ça, c'est toujours négligé, j'en parle tout le temps, mais moi je pense que la droite va progresser, en s'améliorant, en se professionnalisant, en investiguant, et c'est d'abord en expliquant au peuple de droite que c'est le peuple qui s'abonne le moins. Je le dis à chaque fois, tous les matins, quand on a matinale, même des députés qui viennent, je dis, est-ce que vous êtes abonnés ?
parce que l'abonnement, et voilà. Et à gauche, tous les députés sont abonnés à Mediapart, à Libération, etc. À droite, très peu sont abonnés aux journaux de droite, c'est pas normal. Et c'est pareil, il faut pouvoir le faire quand on est quelqu'un de droite. Je pense que c'est pas de la demande, c'est pas quémander, parce que c'est de la vraie info. Parce que sinon, on va pousser à avoir que du gratuit, et donc on va faire que de l'opinion, quoi. En fait, dans ce cas-là, pas besoin de faire tout ça, hein. On prend une salle de 30 mètres carrés, on met des gens autour de la table, on débat, on donne notre avis et terminé. Je pense que c'est pas ce qu'aiment les gens chez Frontières et c'est pas ce qu'ils attendent. En parlant de débat, comment comptez-vous conquérir un public plus large et diversifié politiquement, y compris des personnes non alignées à notre ligne éditoriale ? Alors, il faut comprendre que depuis 3 ans, les choses ont évolué avec la poussée de CNews. Les gens de gauche viennent de moins en moins parce qu'il s'est opéré 2 choses. D'abord, le côté de dire il y a une division aujourd'hui qui est claire parce qu'il y a un très gros média qui est arrivé, CNews, et qui du coup a poussé BFM à clarifier, etc. Donc en gros, aujourd'hui, médiatiquement, il y a la gauche et il y a la droite. Et ensuite, il y a un sectarisme qui est arrivé, parce qu'il y a eu des campagnes de bashing de gens qui, parce qu'ils allaient sur CNews, eh bien en fait, ça voulait dire qu'ils étaient d'extrême droite. Donc de fait, s'ils ne vont pas sur CNews, ils ne vont pas aller chez nous. Et ensuite, à gauche, comme je le disais, ils sont organisés en médias, avec beaucoup plus de médias. Et ces médias-là mettent la pression sur les intellectuels et les politiques de gauche, en leur disant « venez chez nous, venez pas chez eux ». Tout comme vous voyez très bien, la droite relaie tout le temps les articles de Mediapart, de Libération, ils vont les tweeter, etc. Pour tweeter nos articles à nous, c'est compliqué. La gauche, le nombre de fois où en fait, par erreur, quelqu'un de gauche reprend nos articles ou nos tweets, et en dessous, il y a 50 messages qui disent non, c'est extrême droite, les relayez pas. Ils se sont organisés dans leur bulle parce qu'ils ont compris une chose, à laquelle je crois vraiment, que oui, parce que la droite devient minoritaire dans le pays, ils ont un intérêt à l'interdire. La liberté d'expression, c'est bon pour nous, parce que le peuple est avec nous, pas pour eux. Donc eux, ils veulent nous interdire, nous boycotter. Donc, avoir des gens de gauche, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Je pense qu'on va élargir notre public en faisant du terrain, en continuant à faire notre terrain, et en montrant les faits. Et ça compte, et sans mentir sur notre orientation éditoriale, parce qu'il y en a une, et personne n'est neutre aujourd'hui. Le simple fait de choisir tel ou tel sujet, ou d'en parler de telle ou telle façon, eh bien c'est une subjectivité, et la clé, c'est de ne pas mentir, c'est tout. Puis je pense que pour ajouter un petit peu aussi de contexte là-dessus, c'est la Belgique, c'est ce qui se passe actuellement. Ils ne parlent même plus, ils font plus du tout venir l'extrême droite et la droite sur leur plateau. C'est une manière aussi de se battre pour Frontières que de se battre sur tous ces sujets pour que ça ne tombe pas dans l'ombre et dans le néant. Ah ben bien sûr, ça veut dire qu'en fait, recevoir des gens de gauche, il y a déjà France Inter pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la réalité. Les gens ne s'abonnent pas pour lire des gauchistes chez nous. Donc on ne va pas se forcer non plus à avoir des gens qui ne sont pas intéressants. Si on peut les avoir, faire un débat, bien, très bien. Mais ce n'est pas notre boulot. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et des sujets, en fait, il y en a plein sur le racisme anti-blanc, sur les femmes qui se font agresser par des étrangers, etc., où ce travail-là n'est pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de certaines choses que font aussi les populations françaises et tout. Ça veut juste dire que ça, ils le font déjà. C'est comme quand les gens nous disent « oui, vous voulez être le Mediapart de droite, mais Mediapart, au moins, il tape sur la gauche ». Mais en fait, nous, on n'attend pas de nous de taper sur la droite. Il y a tout le service public qui le fait, avec nos impôts. Il y a des dizaines de médias qui le font tous les jours avec nos impôts. Donc moi, quand quelqu'un vient me voir effectivement dans le média en me disant « ah, j'ai une info peut-être sur quelqu'un de droite », je leur dis « mais ça sert à quoi ?» Ça sert à quoi? Ils le font déjà en face. Donc les gens, ils en ont assez. Donc c'est pas, on va pas, voilà, c'est juste que oui, on va prioriser parce qu'en fait, à un moment, il y a d'autres urgences. C'est les sujets qui ne sont pas traités. Et nous, on va sur ces sujets-là. Envisagez-vous de relancer des débats sur votre chaîne YouTube à l'image de la Grande Confrontation? Alors, la Grande Confrontation, c'était un bel événement. Mais très compliqué à organiser parce qu'il faut avoir les invités, voilà, il y a même des gens qui sont plutôt proches de nous qui annulent, qui viennent pas, bref, l'événementiel c'est un enfer. C'est un enfer, ça coûte très cher, ça mobilise du temps, etc. Donc on le fera le jour où tout ira bien, je dis pas où on roulera sur l'or, etc., mais où il n'y aura pas de risque. Donc j'en rêve, mais c'est pas du tout l'immédiat. En revanche, faire des débats chez nous, on en fait parfois pendant les matinales, je pense qu'on en fera soit à partir de janvier, soit à partir d'avril, sans s'engager sur une récurrence, mais plutôt sous le mode... Je sais que Laurent Berton, par exemple, aimerait débattre avec des gens de gauche, donc on essaie en ce moment de lui trouver quelqu'un de gauche intéressant. Mais s'il n'y a personne intéressant, on va pas les faire débattre pour les faire débattre, quoi.
Donc c'est surtout le sujet. Mais oui, on va essayer de partir dessus. On essaie de construire les formats progressivement. L'avantage de ce studio et de ces caméras et tout ce qui a été installé, etc., avec une super régie et des très bons monteurs, c'est qu'on peut faire quasiment tout aujourd'hui. Maintenant, les formats, ça doit être progressif. Donc si nos abonnés, justement, ont des idées de gens à faire débattre, qu'ils les donnent. On va tenter. Après, il faut savoir que les gens, en fait, on ne peut pas les forcer à venir, quoi. Il y a beaucoup plus de sectarisme qu'on imagine. Et les gens ont peur du débat en règle générale, y compris chez nous, à droite. Depuis quelque temps, plusieurs personnes t'accusent d'invisibiliser Éric Zemmour. Que répondez-vous à cette critique ? Alors, j'allais sourire, mais en fait, ça ne me fait pas forcément sourire parce que... alors déjà, c'est amusant parce qu'on a sorti effectivement un entretien en direct avec Éric Zemmour sur la question de l'Algérie. Il faut savoir qu'Éric Zemmour est... Dans ce cas, on pourrait dire que lui-même s'invisible, dans le sens qu'il est un peu plus en retrait. Donc on voulait faire un grand entretien, mais sur un bon sujet, pas le faire sur n'importe quoi. Donc là, il y a eu le sujet de l'Algérie qu'il maîtrise, et donc on l'a invité. Et donc ça, c'est important. On couvre beaucoup Sarah Knafo. David était avec la coordination rurale, et donc il y avait Sarah Knafo qui était au Parlement européen, et donc on l'a fait. Il y a un reportage qui va sortir, on était avec Pierre-Guillaume Marcadal et Éric Zemmour dans le sud-ouest. En fait, parfois, ce qui est difficile à expliquer aux gens, et on a le même reproche parfois sur le RN, en fait, chacun va dire pourquoi vous n'avez pas traité ça. Et parfois, des gens vont dire ça, et en fait, ce qui peut être révoltant, c'est que je leur dis, mais vous voyez notre travail ou pas ? On fait 30 articles par jour, il y a plein de sujets qu'on traite, ne dites pas qu'on ne les traite pas. C'est notre quotidien en permanence. Donc moi, je dirais aux gens, ma réponse, c'est vous lisez ce qu'on fait et vous le voyez. Et en fait, aujourd'hui, on essaie de traiter tout le monde. On ne peut pas toujours, on ne peut pas avoir tout le monde dessus. Je pense qu'on est le média qui traitons le plus tout le monde. On va aux manifestations, on travaille du lundi au dimanche, etc. On essaye d'avoir tout le monde. Par exemple, on a fait effectivement un magazine où on a mis en une Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bien entendu, on n'avait jamais eu Marine Le Pen. Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est elle qui peut être qualifiée au second tour. C'est pas à nous de choisir qui va être candidat ou autre. Et donc, quand Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y a cette exclusivité où ils posent ensemble, etc., bien sûr qu'on les met en couverture. C'est quelque chose de logique et de cohérent que même les équipes d'Éric Zemmour ont compris. Mais dans ce magazine, et en plus, on avait mis Éric Zemmour en une l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ou il y aura peut-être Sarah Knafo ou autre. Mais c'est une question de sujet. On est sur un trimestriel aussi. Et surtout, dans ce magazine, à l'intérieur, il y a 12 pages sur Reconquête. On traite de Marion Maréchal, on traite des Républicains. Il y a tout le monde, en fait. Dans ce magazine, on a Éric Zemmour qui fait une tribune, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Sarah Knafo, François-Xavier Bellamy. C'est large. Le taf est très bien fait. Le dernier magazine, il y avait eu un interview de Sarah Knafo aussi. Donc en fait, ce qui est vrai, ce qui est difficile toujours, c'est que une semaine on est pour machin, l'autre semaine on est pour machin, c'est pas notre rôle. Parce qu'en fait, les partis politiques font très bien leur travail. Et c'est pas la même chose. Nous, notre rôle, à la limite, c'est de ne pas leur taper dessus parce qu'en fait, comme je le disais, la gauche le fait déjà. Le jour où le paysage médiatique sera rééquilibré, on pourra, nous, commencer à critiquer, à taper, parce que c'est ça, c'est important d'avoir un pouvoir d'équilibre, etc. Le journaliste, c'est important d'avoir des infos, des vraies infos, etc. Aujourd'hui, oui, il y a un côté où, en fait, si on apprend des crasses sur tel ou tel, on les sort pas, et je l'assumerai toujours, et il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, c'est notre façon de traiter bien tout le monde. Et après, c'est des opportunités que vont faire les différentes personnes. Nous, et c'est l'édito que je fais dans notre dernier magazine, que j'invite ceux qui nous regardent à aller acheter en kiosque, commander sur notre site internet. Je leur dis, on est là pour parler aux 51%. Ceux qui vont faire gagner le pays. Donc, il y a du Reconquête, il y a du RN, il y a du souverainiste, il y a des gens qui même vont voter Macron, parce que Macron a été élu avec 51, donc il y a bien des gens qui ont voté Macron, on ne va pas les insulter, on va leur parler à eux. Après, que le meilleur gagne sur les autres politiques, nous on va mettre en valeur chez chacun ce qu'il a de positif. Les gens font leur choix, les politiques vont travailler, etc. Et nous on est là pour donner des sujets, apporter des sujets, aller sur l'enquête, donner de la matière. Et le politique, s'il s'en saisit, tant mieux. Et si le public s'en saisit, tant mieux également. Donc c'est plus comme ça que je vois notre rôle, avec beaucoup d'indépendance. Et en même temps, honnêtement, les politiques à droite, soit le RN, l'UDR, une partie de LR, etc., Reconquête, etc., ils nous aiment beaucoup parce qu'ils savent qu'on leur donne le micro tout le temps. Tout le temps. Qu'on fait
énormément de formats. Et que sur des micro-sujets parfois, qui ne sont pas grand public, on y va. Parce que ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « écoute, personne n'en parle et on aimerait que vous en parliez ». Et ça, on le fait. Et donc, je trouve que là-dessus, on peut faire du boulot qui est fait, quoi. Tu commençais un peu à répondre à la question, mais elle a été posée, justement. C'est pourquoi avoir choisi Marine Le Pen et Jordan Bardella précisément pour être en une de notre dernier magazine. Alors, c'est ce que je disais un petit peu, mais il y a aussi le fait que Jordan Bardella a une actualité, publie un livre, qui a du succès. Les gens vont dire, est-ce que ça aura autant de succès qu'Éric Zemmour ou autre ? Tant mieux si plein de gens ont du succès. Et donc, il y a cette actualité, il y a Marine Le Pen avec le procès, qui est scandaleux contre elle. Et donc, c'était intéressant de les avoir dans ce magazine et de les mettre en avant. Et aussi, je trouve, ça je tiens à le dire, qu'il y a eu une évolution de la part de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Le simple fait, en fait, j'ai même envie de dire, c'est pas nous qui avons choisi de les mettre en une. C'est eux qui ont aussi accepté d'être en une de notre magazine. Et ça en dit long. Parce que les gens croient que nous, on fait tout ce qu'on veut. Vous croyez que Macron, je ferais pas une pause photo avec lui si j'étais OK. On ferait une vraie interview, on serait dur, on serait exigeant. Mais c'est pas qu'on choisit pas d'avoir Macron, c'est que Macron veut pas nous parler. Donc Marine Le Pen, à une époque, ne parlait pas aux médias de droite. Ils allaient également plutôt mépriser les médias de jeunes. Donc le fait qu'ils acceptent, qu'ils prennent du temps avec nous, parce que c'est des longues interviews. On a fait une séance photo, on a fait la pause, on a fait quelque chose un peu à l'américaine, parce qu'on veut un beau magazine, ils comprennent ça. Ils auraient pu nous dire, vous passez dans le bureau, vous prenez une photo à l'arrache, etc. Ils ont pris soin. Ils ne se sont pas dit, oui, c'est les mecs qui se disent de droite et tout, on supporte. Non, donc il y a une évolution. Donc même ceux qui, aujourd'hui, ne soutiennent pas Marine Le Pen, à minima, même par rapport à leurs propres intérêts, devraient voir cela, parce que c'est aussi en partie leur victoire. Ça veut dire que la droite émerge et donc Jordan Bardella va aussi sur ses terres. Alors, on peut dire que c'est un intérêt ou pas, peu importe. Un politique, il est là pour parler à une population. Si il vient sur le terrain, ça veut dire qu'il y a une forme de victoire culturelle. Donc on ne peut que s'en satisfaire. Et donc moi, c'est comme ça aussi que je le perçois. Et donc quand Jordan Bardella et Marine Le Pen vont accepter de jouer le jeu, nous, on joue le jeu aussi. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas sectaire. Donc je trouve que c'est important. Et comme je disais, il y a une évolution de députés du Rassemblement national, il y a une évolution idéologique tout en gardant leur spécificité. On le voit à chaque fois qu'il y a des matinales. Et moi, la conclusion que j'en tire, c'est que je pense que 2027 sera beaucoup moins violent qu'en 2022. Je pense que Éric Zemmour aura une place fondamentale, Sarah Knafo aussi, Jordan Bardella évidemment, Marine Le Pen, Marion Maréchal, tous. En fait, je pense pas du tout qu'il y aura l'un contre l'autre. Après, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais la réalité, c'est qu'il y a moins de violence, il y a moins de division. Et je le dis parce que quand on parle avec eux en privé, à une époque, ils en profitaient tous pour clasher. On arrête, tu connais un tel, etc. C'est plus le cas. Ils s'entendent tous bien. Après, voilà, chacun sa spécificité, ses idées différentes. Donc, c'est normal qu'ils soient dans leur créneau. C'est comme nous, les gens parfois nous disent pourquoi faire d'autres médias. S'il n'y avait qu'un seul média à droite, on s'emmerderait. Chacun a son ADN, sa sensibilité propre. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes abonné de Frontières, vous aimez pas Boulevard Voltaire ou Valeurs Actuelles? Non. Vous pouvez être abonné aux deux, vous pouvez lire le trimestriel de l'un, le magazine hebdomadaire de l'autre. Il y a un petit peu ça quand même sur la politique, après jusqu'au moment du vote. Mais ça, on n'y est pas. Toujours sur Jordan Bardella, peut-on espérer le voir dans votre matinale prochainement? Alors, on a eu un accord de principe, très intéressé de venir dans notre matinale ou sur le fauteuil. Donc, on verra bien, mais là, il est en tournée. Donc, effectivement, on n'a jamais fait ce format-là. Donc, on espère, avant Noël, juste avant de partir en reportage, je vais leur renvoyer un message à ce sujet. Parce qu'à l'heure actuelle, il est à Strasbourg. Donc là, c'est vrai qu'il est également en tournée. Et comme de notre côté, on a le magazine. Donc, très prochainement, on espère vous le présenter ici. Exactement. Prenez-vous actuellement des stagiaires ou alternants pour renforcer vos équipes? Je croyais qu'on disait prenez-vous des médicaments. Alternants et stagiaires, oui. On a des journalistes en CD, etc., mais l'équipe est complète. Ceux qui veulent candidater pour des stages ou des alternances à partir de janvier, l'été prochain ou de l'année d'après, peuvent complètement journalisme, montage vidéo, communication. Donc ça, faut pas hésiter à écrire à contact@frontiermedia.fr.
attention, il y en a parfois qui candidatent, est-ce qu'ils posent 3 questions et voilà, on n'a pas le temps de répondre. Qu'ils envoient lettre de motivation, CV, ils disent exactement ce qu'ils peuvent apporter, etc. S'ils ont des choses en plus, ils le disent. Pour que voilà, ça facilite Il y a déjà une présélection en fait. Présélection, c'est simple, c'est les fautes d'orthographe et c'est le minimum, quoi. Si quelqu'un envoie 3 lignes, on en a comme ça, non, on va pas répondre. Bien sûr, et puis je pense que moi, si je peux ajouter ma touche sur la partie montage, graphisme, etc., c'est de montrer plutôt un portfolio avec des travaux qui ont été réalisés. Exactement. Et de la motivation aussi. Bien sûr. Parce qu'en fait, des convictions aussi politiques. Ce qu'on dit, voilà, c'est que c'est une vocation de faire du journalisme et que en fait, c'est pas le boss ou le cadre qui dit fais ci, fais ça, c'est l'actualité qui à un moment s'impose, quoi. Bien sûr. On va passer du coup à cette séquence un peu plus ton point de vue personnel, aussi puisque tu as un parcours qui est assez atypique. Selon vous, quel est le plus grand défi de la droite dans les années à venir ? C'est de gagner déjà. Je pense que en fait, le défi, c'est pas les idées on les connaît, c'est pas le projet. Le projet, on l'a depuis des années. Le seul sujet, c'est de gagner. Et après, il y a le côté de gagner pour faire quoi, bien sûr. Mais je pense pas qu'on soit nul, je pense pas que ce soit des traîtres. Je pense que oui, il y a des gens plus ou moins convaincus, etc. Mais le sujet, c'est de gagner. Et donc la clé, c'est comment gagner. Et je crois que le comment gagner, c'est comment toucher un maximum de gens. Et donc c'est des politiques, diversification de politiques, la capacité à travailler ensemble, etc., avoir un discours qui va parler à beaucoup de monde. Et ça, même un Donald Trump, qui pourtant est très clivant, il a su le faire, parler à plein de gens, chez Joe Rogan, où il fait 50 millions de vues, parler aux nouvelles générations aussi. Et donc chacun là-dessus, justement, a son rôle. Moi, je ne suis pas là pour leur donner des conseils, déjà ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que c'est le défi à venir. Et le fait qu'effectivement, le pouvoir aujourd'hui médiatique et culturel, il est fondamental, et qu'il y a des choses, en tout cas par exemple d'un point de vue des médias, qui ont été beaucoup trop négligées. Je pense notamment à la presse locale, effectivement, sur laquelle Ouest France, Sud-Ouest, etc., sont aujourd'hui majoritaires. C'est un article que j'ai écrit dans le magazine qui est en kiosque en ce moment, où j'explique qu'on parle beaucoup, par exemple, on a beaucoup parlé du JDD, qui est venu dans le giron de Bolloré, où la gauche disait c'est scandale, etc., l'extrême droitisation du pays. JDD, qui est un super média, fait 130 000 tirages. Ouest France, on oublie, c'est le premier journal du dimanche. 1 million de tirages. Et c'est quotidien. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, dans le camp Bolloré, il n'y a pas de quotidien. Donc c'est sur cette presse locale du mec qui fait encore barrage face au Rassemblement national, c'est celui qui lit l'équipe et qui lit Ouest France. Et Ouest France, en permanence, fait barrage et fait la théorie du castor. Et donc, il faut qu'on sorte justement de nos œillères, c'était ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il faut des influenceurs, mais différentes tendances. Ou alors, on devient un ermite. Mais je pense que la clé, c'est effectivement de s'habituer à la possibilité de gagner, comment gagner, et d'éduquer aussi un public pour qu'il comprenne comment c'est, et d'arrêter de se leurrer. Et après, il y a la préparation, mais je trouve que beaucoup s'y préparent quand même. Et je pense que si la droite nationale arrivait au pouvoir, bien sûr que ce serait un nouveau défi. Et on devrait tous se réinventer, nous les premiers. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même de gagner et pas de se retrouver avec une sorte de faux candidat centriste qui nous ressortent un petit peu du chapeau, ce qui quand même risque d'arriver pour la prochaine élection présidentielle. Mais bon, s'il y a une chance sur 4 qu'il y ait enfin quelqu'un qui sache diriger ce pays et qui soit un patriote, c'est pas mal, une chance sur 4, qui n'ont pas cette chance, quoi. Tu parles de cette victoire, quelqu'un demande justement, puisqu'on parle souvent de cette chaîne, quel est le rôle de CNews et qu'est-ce que vous pensez de CNews ? Alors moi déjà j'aime beaucoup CNews parce qu'ils nous ont donné notre chance. J'y vais souvent, je fais le 22h minuit le soir avec Julien Pasquet. On fait souvent aussi Jean-Marc Morandini. Mediapart d'ailleurs a tapé dessus pour ça en expliquant vous avez 3 journalistes dans le top 10 de ceux qui vont le plus chez Morandini, etc. Pour une émission qui est toujours leader justement des chaînes d'infos, qui fait 500 000 personnes le matin, je suis plutôt très fier qu'on nous invite très régulièrement pour y aller, que ce soit Jules, que ce soit Jordan ou encore Garen. Et CNews, je trouve qu'ils ont joué un vrai rôle. D'un côté, je les trouve très pros parce qu'en fait, ils font vraiment attention quand même à ce qu'on dise, pas seulement à cause de leur com, il y a un souci de professionnalisme. Mais surtout, ils ont su élargir, aller sur des sujets et ne pas s'excuser. Je trouve que c'est le média de référence aujourd'hui parce qu'ils ne s'excusent pas. Ils n'ont pas de complexe.
et qu'ils font du vrai travail, et en même temps, ils arrivent quand même à continuer à élargir. Et donc CNews, là-dessus, moi, je suis effectivement un fan invétéré, et je pense qu'ils font un travail qui est génial, et qu'ils aident aussi à populariser, à mettre en avant des profils différents comme les nôtres. Et ça, c'est important, parce que ça nous pousse aussi à être plus rigoureux. Et ça, ils arrivent à être central. Et je trouve que dans ce que fait effectivement le groupe Bolloré, alors je dis pas trop de choses, parce qu'après, si je dis trop de positifs, il va y avoir Libé, Straight Press qui vont dire « Ah, vous avez vu ce qu'on dit tout le temps, bah, Techner l'a dit, etc. » Parce qu'on peut dire la même chose, mais orienté pas de la même façon et pas avec la même conclusion ou les mêmes conséquences. Parce que je pense quand même que ça reste ultra minoritaire, qu'Europe 1 est très fort, qu'Europe 1 monte, mais qu'on est toujours sur France Inter qui a 8 millions d'auditeurs, parce que France Inter, il n'y a pas de publicité, que c'est installé partout. Ceux qui nous écoutent, qui sont de La Réunion, de la Martinique, le savent. Parfois, dans certaines de ces zones-là, dont des zones en France, il n'y a que France Inter qui a accès. Donc on ne rivalise pas aujourd'hui face à la puissance du service public, quoi qu'il en soit. Donc ça reste une goutte d'eau, mais qui est essentielle quand même. Une goutte d'eau dans le désert, vous êtes quand même content d'en avoir une par heure. Question qui va plus être sur justement tes opinions plus personnelles. Quelle personnalité politique et médiatique t'influence toi personnellement? Qu'est-ce que tu lis, écoutes pour t'informer? J'aurais pu dire frontière, mais... Alors sur les personnalités Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui saura dire voilà mon livre préféré, mon magazine préféré. Il y en a pas du tout qu'un qui peut m'inspirer. Moi, je lis absolument tout. Sur la presse, aujourd'hui, je lis à peu près 3 heures par jour. Le soir, tard, à minuit, je lis toutes les éditions du lendemain. Je peux terminer à 1h30 du matin et le matin très tôt. Donc je lis, si je prends toute la presse que je vais lire, et je lis aussi vraiment les articles de fond, un peu tout sur tous les sujets. Je lis le Figaro quasiment dans son intégralité. Je lis pas mal de rubriques du Monde, les rubriques médias, les rubriques tech, les rubriques politiques. Politique, je lis absolument tout, l'Express, Libération, etc. Mais Le Monde, je lis un petit peu ses rubriques, les rubriques géopolitiques. Je lis le magazine, seul que je lis plus, c'est le magazine L'Express, je trouve ça nul. Je lis le magazine du Point, je lis le magazine de Valeurs Actuelles toutes les semaines. Je lis la Tribune Dimanche, je lis le JDD. Mediapart, tout ce qui concerne l'immigration, tout ce qui concerne questions de société, je peux plus. En vrai, c'est vraiment trop idéologue. Je lisais beaucoup plus quand il y avait Edoui Plenel, mais là, je trouve que c'est vraiment des vrais militants qui sont arrivés à la tête de la direction de Mediapart. On en reparlera d'ailleurs dans notre prochain magazine. Je lis le Canard enchaîné aussi, j'aime bien quand ça sort. Donc j'essaye vraiment de me baigner dans tout aujourd'hui, dans toute cette presse. Donc ça, c'est un aspect qui est très important, qui fait que justement, on peut être alerte sur absolument tous les sujets et sur tous les thèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui compte pour moi, quoi. Et après, en général, on lit tous ceux qui viennent chez nous, quoi. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui pose la question, pourquoi avoir quitté la politique pour devenir journaliste? Je pense que c'est l'occasion aussi que tu rappelles oui, ton alors je ne vais pas raconter ma vie, mais effectivement, il y a 6 ans avant de faire de la politique, avant de faire du journalisme, je faisais de la politique. Parce que déjà, au début, je voulais juste faire de l'entreprise, j'étais en école de commerce, etc. J'étais intéressé par la chose publique. Et donc, j'ai un ami qui m'a dit, je suis dans Apolidé, etc. Et donc, j'étais chez les Républicains. J'ai fait de la politique, surtout dans des groupes d'idées, etc. J'aimais bien ce côté think tank. Et après, en fait, j'ai fini par, pour schématiser, au bout du compte, j'ai fini par pousser cette idée d'union des droites. J'étais même le premier chez les jeunes LR. Et en fait, je me suis fait virer après la convention de la droite. Donc, plein de choses. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que la politique, c'était pas... En fait, tous ceux qui disent les politiques, on n'a pas confiance, ou il se passe pas grand-chose, ou ils sont vides, etc. En fait, je suis assez d'accord avec eux. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, le politique va pas nous sauver, il n'y a pas que lui, en fait. Le politique, c'est un exécutant. Il est au service de l'opinion. Donc, il faut dicter l'opinion, il faut faire l'opinion. Et la meilleure façon de faire l'opinion, c'est d'aller voter, d'exprimer son vote. Et ça, j'y crois pleinement. Donc, en fait, c'est un côté très asséchant, la politique. Et le journaliste, parce que j'ai vu à cette époque-là, parce que j'avais beaucoup joué avec les médias, etc., parce qu'en gros, j'avais mis un bordel monstre chez LR. Je reviendrai dessus peut-être un jour. Et donc, le pouvoir des médias et des réseaux sociaux. Et ça, à ce moment-là, je me suis dit, il faut un média. Et étant un fan absolu, mon père m'a toujours appris à lire les journaux dès l'âge de 11 ans. Je lisais le Figaro et les Échos. J'ai l'air très chiant quand je lisais les Échos.
eh ben, il y a cette envie à un moment donné de se dire on va aller sur un sujet et c'est nous qui le poussons. Et il n'y a rien de plus excitant que de se dire on crée nos propres sujets, quoi. Donc ça, c'est ce qui fait que jamais je referai de la politique, ça c'est certain. Toujours sur la base de la politique, que pensez-vous des positions et des stratégies de la France insoumise ? On va vraiment parler de ça. Moi, je pense que c'est ce qu'on a dit. Je pense qu'ils sont très bons stratégiquement, que c'est pas que du buzz, qu'ils misent sur un changement de population qui existe déjà, qu'ils misent pas sur la prochaine présidentielle, que c'est notre génération. Et donc, c'est le défi de toi, moi, des autres, où au second tour, demain, on aura des gens de la France insoumise, qui sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense, qui ne sont pas des gens stupides, et qu'ils commencent à être rattrapés par les islamistes, et qu'un jour, les gens, on va dire cis blancs, pour utiliser leurs termes, à la tête de la France insoumise seront également grand remplacés. Ça a failli être le cas sur certaines circonscriptions. On voyait Alexis Corbière qui avait en face de lui un candidat issu des minorités, et certaines tendances commençaient à dire il y a trop de blancs chez la France insoumise. Donc ça va devenir un parti indigéniste, mais un parti de masse, je le pense. Et c'est l'avenir de la France demain, de se retrouver malheureusement dans un possible clivage, avec un seul espoir que je peux avoir derrière, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où au bout du compte, certaines populations, immigrées, etc., finissent par réaliser que ces gens-là ne les aident pas. Et donc, sans qu'on ait besoin de faire du clientélisme pour eux, vont voter pour la droite. Et donc ça, je le crois. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un discours communautariste du tout, parce que c'est ça qu'ils ne souhaitent pas. Et c'est ce qui s'est passé avec les latinos qui ont voté Trump, à 54% pour les hommes et de façon générale à 45%, et une partie du vote afro-américain qui a voté pour Trump aussi. Mais ne nous trompons pas, l'objectif n'est pas de faire du communautarisme pour avoir leur vote, mais de miser sur le fait qu'effectivement, à un moment, ils comprennent que ce camp-là, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a une culture anticoloniale qui est tellement forte qu'il y aura une vraie opposition. Mais je suis contre tous ceux qui pensent que la France insoumise, les socialistes ou le centre-gauche ne s'allieront pas parce que Mélenchon serait soi-disant trop radical. Mélenchon, aujourd'hui, il habitue les idées, il habitue à la radicalité. Il se recentrera très très légèrement pour la prochaine présidentielle et il mobilisera beaucoup plus de gens, notamment issus des quartiers. Je pense qu'il peut être au second tour, ça c'est une certitude. On assiste plutôt à l'effondrement du centre aujourd'hui, parce que le centre c'est chiant, ça n'existe pas, ça ne correspond plus aux réseaux sociaux, etc. Leur seul avantage, c'est d'être au pouvoir depuis des années, de faire un semblant d'alternance. Et c'est souvent la logique quand on dit, quand vous êtes un sortant, vous êtes avantagé. Et donc, ils ont l'avantage aujourd'hui des sortants. Mais une fois qu'ils seront sortis, ils seront dehors pour debout. Éric, on va maintenant passer à la dernière partie qui concerne plutôt ta vie privée. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ton travail ? Je pense que j'étais... alors, aujourd'hui, à mon corps défendant, je lis moins, mais au collège, au lycée, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un passionné d'histoire, ça a toujours été mon sujet. J'étais passionné des guerres de Vendée. J'avais absolument tout lu dessus, etc. Et des chouans, c'est mon côté breton. Et donc, je me suis toujours dit, je lis des dizaines et des dizaines de pages d'histoire, et à un moment, autant faire partie de l'écriture de cette propre histoire. Parce qu'en fait, vous le lisez quand vous êtes jeune, et vous vous imaginez faire partie de ces récits... sous l'ère de Richelieu, etc. C'est les périodes préférées que j'ai. Et donc, à un moment, où est-ce que vous allez avoir le plus d'impact ? Et ce qui est passionnant dans le journalisme, c'est l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est le fait de sentir la différence et de savoir qu'en fait, il suffit un peu de courage, des idées, du travail pour changer beaucoup de choses à son niveau. Et en même temps, il faut l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout changer. Il y a trop de gens aujourd'hui, je pense que c'est un aspect générationnel, où si vous ne changez pas la face du monde, si vous n'êtes pas président de la République, vous ne faites plus rien, vous restez chez vous. Il y a beaucoup d'orgueil à ça, de gens qui vont dire « Ah, mais je suis pas utile, donc j'arrête. » Ouais, mais ça, c'est de l'abandon. Chacun a son rôle, son petit destin. Peut-être mon côté issu nordique, viking, qui croit beaucoup dans le destin. Je pense que la seule chose que vous avez dans la vie, c'est vous avez un destin, et le seul choix que vous avez, c'est de le faire ou de pas le faire. C'est tout, mais il faut accepter ce qu'on veut, quoi. Donc j'aime beaucoup ça dans le journalisme. J'aime beaucoup le travail d'équipe, j'adore les reportages. Là, je commençais à m'emmerder, donc je suis reparti en reportage. Et les développements de projets, ces sujets, et la capacité d'allier un travail intellectuel passionnant et libre et du vrai patriotisme. C'est-à-dire que dans le fond, on fait ça pour notre pays. Et ça, c'est, je pense, que ce qui est le plus intéressant, et c'est là où,
à mon avis, on a le plus d'impact, on doit faire la différence. Je ne pourrais pas aujourd'hui, honnêtement, je ne saurais rien faire d'autre aujourd'hui. Pas parce que je ne savais pas faire quelque chose avant d'autre, parce que j'ai fait des écoles de commerce, etc. Mais parce qu'une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus rien faire d'autre. Alors je pense que nos auditeurs ont bien compris que tu avais du mal à savoir précisément ou à dire précisément une personne en particulier ou un objet en particulier que tu préférais. Mais est-ce que tu aurais une figure historique, intellectuelle ou politique qui t'inspire particulièrement dans ton engagement ? Alors, historiquement, moi je suis un fan de charrettes. Ça c'est toujours les côtés des Vendées. Moi je suis un fan de charrettes. Je suis un fan des gares de Vendée. Ça c'est quelque chose qui est fondamental. Je suis un fan aussi de Vauban parce que je suis un fan tout simplement des bâtisseurs. Ça j'aime beaucoup. Donc c'est toute cette période historique sur laquelle je suis effectivement fan. Après, intellectuellement, je fais partie de cette génération Buisson. Donc feu Patrick Buisson qui est décédé l'année dernière, c'est-à-dire que le premier qui savait réconcilier les intellectuels et les politiques, je trouvais ça intéressant. Évidemment, d'un point de vue intellectuel, aujourd'hui les gens refusent de le dire, mais je fais partie de cette génération Zemmour, c'est-à-dire que moi au lycée, je le disais tout à l'heure, nous pendant le dîner, on n'avait pas le droit de parler jusqu'au moment du dessert, et le prêtre lisait des livres, et donc il lisait notamment les livres d'Éric Zemmour, notamment Mélancolie française, et donc j'ai été baigné là-dedans aussi, de cette plongée à la fois dans la politique et dans l'histoire. Donc après, si on m'écoute, on dira que j'ai une culture historique et littéraire qui est extrêmement réactionnaire. Donc ça, c'est certain. Avec aussi une culture religieuse qui est plus aboutie parce que j'étais vraiment là-dedans, mais sur laquelle j'essaie de ne pas en parler parce que j'ai un modèle que j'ai en tête, mais j'essaie de pas... On n'a pas un média religieux. Et je pense d'ailleurs que ce qui fait qu'on n'en parle pas aussi, c'est que je ne vois pas le besoin d'en parler dans la mesure où parfois je suis assez mal à l'aise avec le fait de trop mettre en avant la foi, etc. Je suis d'accord. C'est peut-être mon côté du Nord où je peux trouver ça un peu hypocrite ou faux. C'est peut-être le côté traditionnel de mon éducation. Je suis d'accord. Mais pour moi, la foi, c'est quelque chose de personnel, ou c'est dans le cercle familial, etc. Et j'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir une hypocrisie. Ceux qui parlent le plus de religion sont ceux qui, dans la vie ou autre, sont le moins en raccord. Donc ça me... Mais bon, je suis pas un janséniste, donc je vais pas faire les procès. Parce que bon, le mec, c'est un janséniste. Il croit que tout le monde va aller en enfer. Justement, concernant plutôt ta vie privée, comment est-ce que tu arrives à équilibrer ta vie privée plus vie professionnelle qui est quand même bien chargée, il faut dire ce qui est? Beaucoup plus qu'avant, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel. À une époque, j'allais à fond tout le temps, etc. C'est essentiel d'avoir un équilibre de vie pour pouvoir être bon et performant. Surtout quand on a plein d'attaques contre nous au quotidien. Donc j'ai une vie beaucoup plus équilibrée qu'à une certaine époque. D'un point de vue privé, comme tout le monde, je ne vais pas raconter la vie, mais en même temps, je suis censé, effectivement, normalement, je vais me marier cette année, donc c'est un aspect important. Je le dis parce que pour le coup, ça, je trouve que c'est important. Je ne le fais pas pour le dire, évidemment, parce que ma fiancée, ça fait 6 ans, mais je crois aussi qu'il faut absolument, quand on est engagé dans la vie publique, construire une famille. C'est essentiel. Le cercle numéro 1, c'est la famille. Donc ça, c'est un aspect important, mais que je pouvais, ou parfois on peut l'oublier, au sens où, en fait, on peut vite se retrouver, on a 40 ans et on n'a pas réalisé, voilà. Et c'est important de montrer aussi et on en parle souvent aussi, parce que pour les femmes, c'est encore plus compliqué, qu'on peut tout à fait avoir une vie de famille. Et en fait, c'est pas devenir un modèle, c'est montrer qu'on peut avoir une vie de famille, des enfants, faire du journalisme, partir à l'étranger, tout ça, c'est conciliable. Et dans le fond, c'est peut-être ça que j'ai envie qu'on montre. C'est pas, y a pas l'un ou l'autre, quoi. Mais il y a eu un tournant, je pense, pour faire un peu une aparté sur les questions et rapidement en parler, mais il y a eu un tournant sur la partie femmes, justement. Je pense depuis que l'immigration a pris un pas très important depuis les dernières années. On voit notamment avec le collectif Némésis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes prennent la parole depuis qu'elles se sentent plus en sécurité. En fait, il y a eu un voile qui est tombé complètement. Ah ben ça c'est certain, des femmes qui sont passées de la gauche à la droite, comme toi, sur ces questions-là. Mais ça suffira pas. En fait, le problème de ça, si je suis honnête, c'est que c'est trop égoïste. Donc en fait, le problème, c'est que capter le vote des femmes, je mets ça avec beaucoup de guillemets,
c'est trop communautariste aujourd'hui. Il faut forcément trouver un intérêt pour que. Et c'est ça la difficulté. Donc il faut être capable de passer au-delà. Parce que c'est ce qui fait que d'ailleurs les femmes auront plus de pouvoir quand elles vont s'intéresser au-delà de leur propre sujet. Et ça, c'est un aspect qui est... Mais ça, si j'étais un politique, je pourrais pas le dire. Donc oui, t'as raison, mais ça doit pas être... que ça. Moi, je suis pas intéressé par la politique pour des questions... voilà. Personnelles, et je pense pas que l'homme ait plus de capacité que la femme sur ces sujets-là. C'est juste que, en fait, les femmes saisissent moins les occasions qui sont données parce que peut-être qu'elles ont tendance à croire que, en fait, il y a énormément d'occasions. Il n'y en a pas dans la vie, vous en avez une, vous la saisissez ou vous la saisissez pas. Prenez le cas de la religion de tout à l'heure, c'est comme la grâce, ça tombe une fois et ça tombe pas deux fois parfois. Donc c'est la même chose. Et peut-être qu'on a construit une société sur laquelle on a tellement considéré que les hommes avaient des avantages que les femmes, quand elles rentrent et qu'elles veulent jouer un rôle dans cette société, elles croient qu'il va y avoir 250 chances. Mais à un moment, non, tu vois. Donc, mais ça, il n'y a que les femmes qui peuvent le dire aux femmes, donc c'est ce que tu fais très bien. On arrive bientôt aux dernières questions. Quel positionnement a-t-il... Pardon. Quel impact a eu ton positionnement sur ta vie familiale, amicale, professionnelle ? Pas tout, c'est-à-dire que la vie, elle a changé, elle n'est plus la même, quoi. Donc je pense que ça, c'est une réalité, mais j'adore ça. Je pense qu'en fait, il y a mes amis, même ceux qui n'ont pas les mêmes choses, en fait, ils regardent tout ça, même ceux qui n'ont pas les mêmes idées, avec beaucoup de curiosité, en fait, on est des aventuriers, quoi. Donc moi, je suis Ce qui est presque dur, c'est que si des vieux amis, j'y vais... Je suis pas sûr qu'ils m'écoutent, donc je peux le dire. Je vais plus trop à ces soirées parce qu'en fait, je vais être la muse de la galerie, quoi. Parce qu'effectivement, je vais raconter les voyages, les trucs. C'est-à-dire que nous, c'est une série, quoi. Tous les jours, il y a des dingueries. Donc, je trouve que au-delà du combat, etc., là, on est sur la fin de l'entretien, on parle perso et tout, il y a un aspect d'aventure qui est formidable. Un aspect d'aventure qui est essentiel, qu'il faut mettre en avant, encore une fois. D'un côté, il faut se plaindre, il faut expliquer aux gens les problématiques financières, etc., de procédures. Mais de l'autre, c'est un métier qui est génial. Et moi, mes enfants, j'espère, alors je pense qu'il y aura un combat de savoir qu'est-ce qu'ils feront. J'espère qu'ils feront du journalisme, et qu'ils le feront jeunes, et je vais les éduquer pour ça dès l'âge de 6 ans. Et ça va être, tu vois, parce que je trouve ça génial, quoi. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Et après, il y a des choses qui sont dures et tout, mais la vie, elle est dure. Peut-être qu'un jour, on va couler. Peut-être qu'un jour... J'espère pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas... Vous la prenez comme elle est, quoi. Bien sûr. Et ça, je pense que ça compte. Et en fait, ceux qui n'ont pas souffert, ils comprennent pas ça. Mais il y a quand même un point que tu n'as pas abordé, et ça allait dans... Moi, je pensais que tu allais en parler, justement. Voilà. Quand on parle des impacts que ça a eu sur ta vie, relations familiales, amicales, c'est aussi des menaces qui ont été envers tes parents. On a reçu des menaces de qu'on nous fasse une Charlie, mais il y a aussi tes parents qui ont été en danger, potentiellement. Oui. Alors, mes parents, c'est les seuls où j'essaie de pas trop en parler, parce que j'essaie de les préserver de ça, justement. Mais oui, il y a eu se retrouver avec les gendarmes qui venaient sécuriser la maison, etc. Ça, c'est toujours un petit peu angoissant. Mais mes parents, ils sont solides. Il n'y a pas de sujet. Mon père, il est solide. Mes parents sont solides. J'ai une famille, on est 7. Je suis le dernier. Ils sont dans leur truc. C'est ce que j'aime, je pense. C'est l'éducation qu'on a eue. C'est une éducation qui est pas de grande gueule, qui est plus on fait ce qu'on dit. Voilà. Et je pense que c'est l'éducation du Nord. Je pense qu'un des grands clivages qu'il y a aujourd'hui, moi, un jour, je le théoriserai, mais je pense qu'y compris à droite, y compris chez les influenceurs, y compris dans cette sphère-là, c'est qu'il y a une prédominance des gens du Sud et pas des gens du Nord. Et en fait, c'est ça le clivage. Alors, on le voit sous le côté, le problème, c'est quand on pense Sud-Nord, on pense au truc du RN. Au Nord, c'est les sociétés. Rien à voir, je parle psychologiquement. Le mec du Nord, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui travaille, qui n'est pas dans la gueule, etc. Le mec du Sud, il est beaucoup dans la gueule et il le dit. Donc ça n'a rien à voir en termes de... Et en attendant, l'Europe, elle est dominée par le Nord. Et c'est pas pour rien. Et les Allemands, les Scandinaves. Et donc ça, c'est un côté où... on dit souvent ici, ce qui compte, c'est pas les points, les projets, les machins, c'est un moment, le résultat. Et on n'a pas cette culture à droite du résultat. On a la culture de la grande gueule.
Et ça, c'est peut-être dommage, mais en même temps, c'est pourquoi ? Parce que les mecs du Nord, les Bretons, ils en ont rien à foutre des autres. Ils en ont rien à foutre des autres. Les mecs du Sud, après, pareil, je vais pas perdre les gens de la communauté ici qui sont du Sud. Et les mecs du Sud, ils passent 100 ans à dire le Sud, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Nous, les Bretons, on n'a pas. Alors, ouais, il y a notre drapeau, etc. Mais on n'a pas envie que les gens y viennent chez nous. C'est vrai. On a envie d'être tranquille. Moi, je suis ravi que ça soit de gauche. Je blague quand je dis ça, j'aimerais qu'un jour ça bascule à droite. Mais si c'est de gauche la Bretagne, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc tant mieux. Et je suis ravi qu'il y ait un peu de pluie, comme ça les gens n'y viennent pas. Et en fait, voilà. Et mon sujet, c'est pas de convaincre le mec du Sud que la Bretagne, c'est mieux. Mais je trouve que mentalement, il y a un vrai truc. Il y a une habitude à la difficulté d'un point de vue climatique, etc., qui n'est pas la même. Donc je crois que c'est un clivage humain qui est essentiel. Par exemple, je ne pourrais pas, moi, en couple, être avec quelqu'un du Sud, ça c'est certain. Avant-dernière question. Face à un univers aussi exigeant que la politique, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais pour garder de l'énergie ? De te battre, finalement. Je pense que c'est cet équilibre. En fait, on perd pas d'énergie. En fait, si on fait les choses parce qu'il y a du sens, il n'y a pas besoin d'énergie en plus. La clé, c'est le sens. Les gens, ils se disent « Ah ouais, je suis épuisé, il me faut des doses d'énergie. » J'ai pas besoin de faire un truc. Alors oui, je vais prendre un moment, des vacances ou autre, mais en fait, quand votre vie pro, alors tout le monde n'a pas cette chance, pro, elle est liée à vos objectifs de vie, elle est liée à vos ambitions, à vos convictions, etc. Moi, j'ai toujours été contre cette logique de la France des congés payés. C'est-à-dire que, en fait, vous travaillez 10 mois dans l'année pour 2 mois de vacances. Mais quel enfer! Quel enfer! La vie, elle est voilà. Et donc, les bons moments, il y a les mauvais moments. Je crois plus dans cette politique de bons moments d'ailleurs, où vous allez profiter, etc. Il y a ce côté où on se projette sur le temps long, mais parce qu'on profite de l'instant présent. Et donc, en fait, je trouve ça complètement dépressif de se dire je vais avoir un sas, je vais aller faire telle chose pendant 1 heure. Je suis pas du tout comme ça. Donc non, c'est plutôt comment ne pas se laisser abattre. C'est plutôt ça, cette logique. L'énergie, il n'y a pas besoin de séance pour avoir de l'énergie. Dernière question. Si tu devais quitter les médias, on l'espère pas. Ah ben, on est déjà à la sortie. Je vois les gens qui attendent de remplacer. Ou mettre fin à ta carrière publique, en tout cas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, de ton parcours ? Alors ce serait très présomptueux d'en parler maintenant. Je dirais dans 15 ou 20 ans, en fait, c'est pas de moi en fait qui me... En fait, si on retenait que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai échoué. Pas ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le collectif. Moi, j'adorerais, dans 30 ou 40 ans, avoir des enfants qui viennent me voir avec des amis. Et le pote, il est en train de me parler de choses, il va me raconter, me dire « Ah oui, vous connaissez tel projet, même vous connaissez tel média, etc. » Il me le raconte, alors qu'en fait, c'est nous qui l'avons fait, et il n'est pas au courant. Et ça, je trouve ça génial, quoi. C'est, dans le fond, ça ramène au tout début. C'est-à-dire que moi, au tout début, je voulais pas faire de la politique publique. Je voulais que ce soit, parce que je crois que le pouvoir et l'influence, c'est dans l'ombre. Parce que c'est là où, en fait, il y a du concret et du réel. Et donc, il y a l'envie un jour d'y retourner. Parce que quand vous y retournez, c'est que vous avez du vrai impact. Moi, j'ai toujours pensé que l'homme le plus fort dans une soirée, c'est celui qui est tout seul sur une chaise. Et ça, je suis convaincu de ça. Et l'homme le plus faible, c'est celui qui fait le plus de bruit. Mais bon, on est quand même obligé de faire du bruit aujourd'hui. Donc, du coup, on va quand même me prendre pour la grande gueule et tout. Mais il faut pas négliger cette dimension-là, même s'il faut utiliser, évidemment, ce côté, Musk est très puissant, etc. Il y a des moments où il faut forcément utiliser la lumière. Mais au bout du compte, si on a une trop grande dépendance, ça veut dire qu'on a une trop grande fragilité, ça c'est sûr. C'est pour ça que les politiques sont toujours au bout du compte à la botte de l'opinion. Mais plutôt que d'en être déçus, utilisons-le. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci beaucoup, merci, en tout cas, Louise. Eric. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici, parce que je pense que ça va être une longue FAQ. Pour ceux qui sont restés. Pour ceux qui sont restés, bien jusqu'ici, sûr. En tout cas. Je vous rappelle que donc on est en pleine campagne de dons qui vient d'être lancée.
On va mettre le lien en description qui vous permet de faire un don défiscalisé à hauteur de 66%. Je vous invite également à liker, commenter. Ils peuvent le faire avec une entreprise aussi. Également avec une entreprise. Et c'est anonyme. Ce qui est extrêmement important, et effectivement, c'est anonyme, ce qui permet aussi de vous protéger si jamais vous n'avez pas envie qu'on vous embête, ce qui paraît tout à fait normal, surtout qu'on n'a pas envie que vous soyez embêtés non plus, parce que derrière, nous, ça nous met dans de sacrées situations. Ces dons sont essentiels, évidemment, pour nous aider, mais je vous invite également à vous abonner. On a un magazine qui est sorti dernièrement, donc 2027, à cœur ouvert, il nous raconte, donc avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Sarah Knafo, de nombreux entretiens, de nombreux portraits, des éditos. Enfin, vraiment, c'est un très très beau magazine dont on est ravis. Je vous invite également, pour retrouver vos points de vente, à aller sur le site internet frontiermedia.fr. Vous avez tous les articles également de toute la rédaction. Il y a des promos aussi sur les anciens magazines. Ouais. Parce qu'on essaie toujours d'avoir du stock quand même pour ceux qui découvrent Frontières après. Et donc on garde toujours des stocks, on en fait un peu plus. Et donc on a des tarifs pour Noël. Donc ils peuvent vraiment racheter les anciens magazines, etc. Donc ils aillent sur le site, qu'ils voient ça. Et ne pas hésiter à s'abonner. Ils peuvent s'abonner sur le site, mais ils peuvent s'abonner sur l'appli mobile aussi. Qu'ils fassent la mise à jour également. Et j'en profite quand même pour remercier tous ceux qui sont abonnés depuis le début. Ça, il faut le dire. C'est vrai. À fond. Je remercie les donateurs, je remercie les grands donateurs qui se reconnaîtront. Ça, c'est quelque chose qui est... Moi, c'est le... Si à un moment, un jour, on doit faire un événement, en fait, c'est pour eux qu'il faudra le faire. Une énorme soirée avec nos abonnés, nos donateurs, pas pour communiquer ou autre, juste pour voir tout le monde. Et ça, c'est un plaisir. Donc, c'est vrai qu'on est extrêmement reconnaissants, il faut dire ce qu'il y a. On en est arrivé là avec de nouveaux studios, des nouveaux bureaux, des recrutements. C'est aussi et surtout grâce à eux, c'est grâce à ces soutiens qui sont indéniables. On reçoit des commentaires, on reçoit des messages de leur part et ça fait toujours vraiment chaud au cœur parce que ça nous pousse à déjà nous lever le matin. On se lève très tôt, que ce soit pour la matinale, on se couche très tard pour certains. Lauriane qui fait des articles. On a tous un rythme qui est quand même assez soutenu, mais en fait ça nous anime. Ils travaillent tous à fond. Et il y a sur l'aspect de l'énergie, moi je suis jamais autant content que quand il y a des gens dans la rue qui viennent voir et qui me disent « Ah, c'est génial, je vous soutiens, je suis avec vous et tout ». Et en fait, ça m'a appris une chose, c'est qu'on pense toujours que les gens, personnalités entre guillemets publiques, elles sont blasées par ça. Je pense que je serais jamais blasé en fait, ça met de l'énergie, quoi. C'est un truc motivant. Et en fait, je réalise que les gens croient vraiment que le vu à la télé fait que t'es surprotégé, etc. Pas du tout en fait, c'est comme tout le monde, donc ça fait vraiment plaisir. Le but, c'est pas de passer 6 heures, etc., parce qu'il y a toujours plein de choses, mais à chaque fois, ça fait tout le temps vraiment plaisir, quoi. Puis c'est vrai que je pense que... après, on va conclure, on va pas vous garder 10 ans, parce que là, c'est en train de se transformer en podcast, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'est transformé, où on est de plus en plus proche aussi de notre communauté, et ce qui fait qu'il y a un vrai lien. Moi, parfois, j'oublie ce que je fais. J'ai l'impression que c'est des gens qu'on connaît, qu'on croise, puisque en fait, ils sont dans notre quotidien, du matin au soir, de la matinale aux articles, à tous les formats qu'on réalise. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment très touchant. Et je pense que ça, c'est une belle relation qu'on est en train de tisser. Ils ont une diversité, une profondeur qui a rien à voir. Et d'ailleurs, comment on vend aussi nos formats magazines ou entretiens aux personnalités qui viennent, on leur dit, nous, on a un public qualitatif. Ah, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et du coup, quand on fait des petites fautes d'orthographe, on se fait engueuler. Quand je fais des FAQ avec pas les mêmes chaussettes, ça veut dire qu'ils voient tout. Là, c'est bon, il y a les mêmes chaussettes. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes les meilleurs, mais j'en doute pas une seconde. Et on vous dit à très bientôt. Toi, Eric, tu peux annoncer que dans les prochains jours, tu pars. J'y suis déjà au moment où ça sort. C'est ça. Donc, vous allez sur mon compte Instagram, Eric Techner, et normalement, je pense que j'en parle. Je ferai des choses dessus. Peut-être qu'on fera un podcast aussi de là-bas. Ouais, carrément. On avait promis au début qu'on parlerait très technique de l'appli. On refera un truc peut-être là-dessus à un moment. Mais pour les pros de la tech, vous inquiétez pas. Et je crois que j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus qui explique un peu tout. Trop bien. Merci beaucoup, Eric. Merci, Louise, d'avoir pris le temps. Tous. Et bon courage pour les matinales. Le mardi, je ne serai plus là, du coup. Ça, pendant 2-3 semaines 2 semaines et demie, ouais. Je pense que je vais louper au moins 2 mardis. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez faire attention là-bas, mais c'est vrai que vous partez en bande organisée. Bien sûr. Donc, ça va être top. Merci beaucoup et bonne soirée à tous ou bonne journée si vous regardez le matin.